Et pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre magazine de prédilection Kiosque, ces magazines de la rédaction de Canal Congo Télévision, qui consiste donc à scruter l'actualité politique bouillante de l'air en République démocratique du Congo. Discours sur l'état de la nation. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fait le bilan de ses réalisations et rassure pour un avenir radié. La question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir si le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a-t-il répondu aux attentes de la population. Nous allons donc d'une manière spécifique au cours de cette émission analyser et commenter les discours du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec notre invité que vous aurez l'estime honneur de reconnaître tout à l'heure. Et puis, un rapport accablant qui dénonce l'opacité et les dysfonctionnements au sein de l'Assemblée nationale. Un rapport publié ce jeudi par Ebouteli, un institut congolais de recherche sur la gouvernance et les groupes d'études sur les Congos, qui met en lumière de failles importantes dans la transparence et la gestion de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Tentative de réponse sur d'abord le premier sujet, mais également cette question qui défraie la chronique à travers ces rapports. Nous allons donc vraiment analyser cette question avec notre invité, dont nous avons l'estime honneur de recevoir ce jour. Il s'agit donc de l'honorable député Francis Tchibalabala Mukunaï, député national élu pour les comptes de l'Union pour la démocratie et le progrès social de la circonscription électorale de la Tchango. Francis Tchibalabala Mukunaï, vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour. D'entrée de jeu, vous avez suivi hier et vous étiez présent en tant que député national dans la salle les discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'état de la nation. D'une manière spécifique, comment interprétez-vous ces discours? Voilà, merci, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Et comme je l'ai dit dans vos précédentes émissions, que chaque fois que vous avez besoin de moi pour que nous puissions débattre de l'actualité, je ferai toujours acte de présence. Ça, c'est vrai. Mais voici présentement dans votre émission. Et s'il faut répondre directement à votre question, je crois que tous avions suivi l'adresse du président de la République. Le président de la République a passé en revue toute la situation de notre pays. Que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan des investissements, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan développement. Nous avons suivi les chefs de l'État à vraiment brosser un tableau, un très bon tableau par rapport à notre pays. Il a parlé de la construction à l'avenir de plusieurs écoles, en plus de celles qui ont déjà été construites, excusez-moi. Il a parlé de la construction des hôpitaux dans chaque province de notre pays. Il a parlé de couverture santé universelle. Il a parlé de l'intégrité territoriale de notre pays. Et il a aussi, bien entendu, fait mention des efforts que lui-même a déjà déployés à ce stade et les efforts à venir qu'il va déployer pour que la paix revienne définitivement. Il a parlé de la situation socio-politico-économique de notre pays. Je crois que tous avions suivi et nous sommes très satisfaits, moi personnellement, parce que les bilans du président, il a brièvement brossé son bilan. Je crois que le bilan est vraiment positif par rapport à son précédent mandat et par rapport à l'actuel mandat. Il a démontré que voilà, il y a une stabilité de la monnaie depuis un certain moment. Tous d'ailleurs les savons. Donc la monnaie, il n'y a plus de fluctuation de monnaie depuis un certain moment. Il a parlé de l'évolution de la guerre dans la partie est de notre pays, donc une guerre injustement imposée par notre peuple. Donc il a parlé de beaucoup de choses et nous, Congolais, nous devons capitaliser, comme il a si bien dit, les acquis que nous avons
pour que dans l'avenir, nous puissions faire mieux. Nous puissions, chacun en ce qui les concerne, apporter la pierre à l'édifice pour que nous puissions sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Mais dans une proposition susceptible d'attiser aujourd'hui les débats, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a affirmé qu'il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle, enfin de d'éliminer les failles qui remplissent les fonctionnements de notre appareil étatique. Vous ne voyez pas que par là, des débats sur les changements ou la révisitation de la Constitution revient sur la slate. Je crois qu'il s'agit d'une réflexion. Le président de la République, partout où il est passé, hier il a dit devant la représentation nationale qu'il souhaiterait que nous puissions réfléchir sur la réforme de notre loi fondamentale. Je crois que c'est la balle qu'il a jetée dans les camps de nous qui sommes Congolais, nous qui sommes intellectuels, pour que nous puissions réfléchir quels sont justement les amendements, ou si vous voulez, quelles seraient bien entendu nos contributions par rapport à l'approche du président de la République. Donc tous savons au jour d'aujourd'hui que notre constitution est en déphasage avec l'évolution socio-politico-économique de notre pays et en déphasage avec nos réalités actuelles. Je crois que émettre une telle réflexion, nous ne pouvons que saisir la balle au bon, bien entendu, pour que nous puissions offrir à notre peuple soit une révision constitutionnelle qui soit adaptée à nos réalités actuelles, soit un changement de la Constitution qui soit à visage, bien entendu, de nos attentes, de nos attentes en tant que Congolais. Donc je crois que le président était un peu plus clair par rapport à cette situation. Lui, au moins, il a le courage de le dire ouvertement, parce que, comme vous le savez, les sujets qui concernent les changements ou la révision constitutionnelle à travers le monde, c'est un sujet clivant, c'est un sujet qui polarise les populations, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans des grandes démocraties, mais il a affronté cette situation avec courage pour que enfin le Congolais puisse s'approprier, bien entendu, son destin, les destins de notre pays, notre devenir, que nous puissions nous puissions ensemble voir dans la même direction par rapport, bien entendu, à l'évolution de notre société, par rapport aux textes qui vont, bien entendu, nous guider. Quand je dis nous, je parle des Congolais, je parle de notre pays. Voilà un peu l'approche du président. Mais je crois que le président n'a pas dit qu'il va illico presto changer la Constitution. Il s'est adressé, bien entendu, aux compatriotes. Oui. Chacun, en ce qui les concerne, doit réfléchir, parce qu'on ne peut pas interdire à un Congolais de réfléchir sur, par exemple, la révision, les changements de la Constitution que nous estimons obsolètes à ce jour, parce qu'il y a des dispositions qui, depuis 2006, n'ont jamais été appliquées. Il y a des dispositions aujourd'hui qui sont pas en adéquation avec les réalités actuelles. Je crois qu'elles méritent quand même qu'elles soient rétoquées, et c'est quand même de notre droit aussi en tant que compatriotes de pouvoir réfléchir de la sorte. Mais l'obsolescence de cette constitution intervient à quel niveau, Francis Tibalabala? Non, mais écoutez, aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple au hasard, la gratuité de l'enseignement. Oui. C'est une disposition qui a été consignée dans notre Constitution depuis 2006. Mais elle vient de voir le jour, elle a été mise à exécution à l'avènement du président Tshisekedi. Une loi qui n'est pas appliquée, elle est obsolète en réalité. Oui. En dehors de ça, il y a des dispositions qui parlent, par exemple, des élections municipales, les élections locales, etc., qui n'ont jamais été organisées depuis 2006. Donc il y a plusieurs dispositions comme ça, je peux vous en citer plusieurs. Je crois que vous êtes Congolais, vous avez déjà parcouru notre Constitution. Donc ici, l'émission n'est pas plus élaborée par rapport à la Constitution, c'est une question que vous m'avez posée. Oui. Et je vous réponds, j'ai cité seulement ces deux exemples-là. Donc il y a beaucoup de dispositions qui n'ont jamais été appliquées, il y a beaucoup de dispositions qui ont... comme je disais ici, qui sont plus en adéquation avec l'évolution de notre société, et qui méritent bien entendu qu'elles soient rétoquées pour que nous puissions offrir à notre peuple
une constitution qui soit à l'image, bien entendu, comme de nos également la mise sur à pied l'image de nos attentes. du gouvernement de la République tel qu'elle a Il y a soulevé plusieurs hier, dispositions. le président de la République. Donc il y a plusieurs dispositions qui quand même, qui ne nous mettent pas dans une disposition à bien travailler. Oui. Et je crois que pour l'intérêt de nos compatriotes, nous ne devons que réfléchir dans les sens de l'initiative du président de la République pour que, en fin de compte, nous puissions régler de manière fondamentale les problèmes qui concernent ces textes fondamentaux. Mais l'appel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, intervient aujourd'hui dans un contexte marqué par ces débats houlés de la révisitation ou les changements de la Constitution. Mais si l'initiative du président de la République est perçue par ses partisans comme vous, comme une nécessité pour moderniser l'appareil d'État, l'opposition politique congolaise y voit une manœuvre visant de prolonger le mandat présidentiel au-delà des limites actuelles. Non, je crois que nous ne résumons pas les changements d'un texte fondamental ou de la Constitution en une disposition qui serait d'ailleurs chimérique, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un texte martyr qu'on a soumis, bien entendu, soit aux experts qui vont constituer la commission qui sera chargée de l'écriture d'une nouvelle Constitution. Je crois que ça s'apparenterait à une accusation gratuite, dans la mesure où nous n'avons pas encore vu le texte martyr, bien entendu, comme je l'ai dit. Donc, prêter les intentions au chef de l'État qui veut prolonger son bail au Palais de la Nation, je crois que c'est un argument très facile. Il y a une question fondamentale qui est posée. La question la plus importante que nous devrions nous poser est celle de savoir, est-ce les dispositions constitutionnelles sont en phase avec les réalités actuelles? Oui. Je crois que tous les compatriotes répondront par la négative. Et nous devons prendre les taureaux par les cornes. Nous devons aborder la situation avec courage et avec détermination pour régler les problèmes de manière définitive. Vous savez, tous ceux qui s'opposent aujourd'hui au changement ou à la révision constitutionnelle avaient, lors de leur campagne électorale, avaient promis à notre peuple de rétoquer la Constitution. Martin Fayulu, Aujourd'hui, tous pratiquement, tous quasiment. Oui. Aujourd'hui, parce qu'ils ont perdu les élections, ils s'opposent bien entendu à cette idée que je considère salvatrice. Parce que vous savez, vous pouvez avoir des bons citoyens, vous pouvez avoir un très beau pays, mais si vous n'avez pas les soubassements qui est la loi fondamentale, qui est adaptée aux réalités de ces États-là ou de ces pays-là, je crois que vous rencontrerez toujours des difficultés. Je vous ai dit ici d'entrée des jeux que la révision constitutionnelle a toujours soulevé des dissensions au sein de l'opinion publique. Ça, c'est une évidence. Et c'est une question que l'on retrouve dans tous les pays du monde. Je vous rappelle, par exemple, que les Républicains étaient prêts à apporter des amendements par rapport, je crois, à une disposition constitutionnelle qui consacrait les grands électeurs. Parce que pour eux, ils estimaient que ça défavorisait, bien entendu, les suffrages universels directs. Oui. Et pour eux, il fallait que la population elle-même puisse élire les présidents américains. Ces systèmes-là, mais ils ont rencontré quand même une certaine opposition farouche de la part de démocrates. Donc, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, partout, cette question soulève toujours des débats et qui divise toujours l'opinion. Et ce n'est pas ici que ce n'est pas une, je vais dire, une nouveauté chez nous au Congo. Donc, Oui. vous constaterez que même en 2006, lorsque il y a eu un projet de constitution, nous, UDPS, nous nous étions positionnés contre cette constitution, Oui. y compris l'Église catholique. Mais après, c'est les peuples en dernier ressort qui s'étaient prononcés et nous nous étions inclinés à la décision de la population. Donc ce n'est pas, c'est un texte qui sera, s'il est écrit ou s'il est élaboré, il sera soumis à la sanction de notre peuple. Ici, nous ne devons pas restreindre les droits et libertés de notre peuple. Nous ne devons pas interdire à notre peuple d'exprimer son droit le plus souverain, son droit le plus subjectif. C'est lui de décider sur un texte
constitutionnelle qu'il voudrait, bien entendu. Donc le faire, ça serait bien entendu une dictature tout simplement. Donc, et il sera soumis à notre peuple si celui-ci trouve que il est des bons à loi que nous puissions les voter par référendum. Je crois que les oui vont l'emporter. Mais le même peuple peut s'y positionner contre les textes. Oui. Et ces textes-là ne passera peut-être pas. Donc il n'y a pas qu'ici où nous allons organiser les référendums. À travers le monde, on a assisté à des référendums où la population s'est inscrite contre, bien entendu, les textes qui ont été soumis par le pouvoir en place. Donc ce sont des choses qui arrivent et je crois que nous devons, les présidents, et comme je l'ai dit, on ne peut plus clair par rapport à cette question. Il n'a pas imposé. Il a dit que les grandes intelligences vont se réunir pour réfléchir sur les textes que nous voudrons tous avoir comme étant une loi fondamentale. Et je crois que nous devons prendre notre mal en patience, ceux des Congolais ou celles des Congolaises qui trouvent qu'ils peuvent apporter une certaine contribution, bien entendu, à cette idée du chef de l'État. Je crois qu'ils seront ou elles seront les bienvenus parce que nous voulons, bien entendu, que nous puissions plus rencontrer des difficultés que nous avons toujours rencontrées lorsqu'il est question de mettre en application les dispositions constitutionnelles. Mais vous l'avez certes dit, Francis Chibalabala, que cette révision dont vous prônez depuis un certain temps s'inscrit dans le cadre d'assurer une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles, afin que l'on puisse l'adapter à nos réalités. Mais vous ne voyez pas que la priorité aujourd'hui devrait être axée sur l'amélioration du vécu quotidien de la population, mais également la lutte contre la corruption. Non, mais écoutez, vous allez lutter contre la corruption avec quel texte? Parce que la Constitution, c'est la loi fondamentale qui organise pratiquement les compétences des gouvernants, leurs limites, et qui aussi qui régit la population, qui nous montre la voie à suivre. C'est en quelque sorte une boussole pour notre pays. Donc si vous n'avez pas un texte qui, par exemple, condamne formellement la corruption, ou qui en donne justement les éléments pour soit, c'est vrai, il y a un texte spécifique, des dispositions pénales qui prévoient justement la répression de ces actes, mais clairement aussi ça doit ressortir dans notre Constitution par rapport à ce que nous voulons que notre pays soit demain, et à ce que nous voulons, s'agissant de la qualité d'homme dont nous voulons avoir dans notre pays. Je crois que c'est très fondamental. Il ne faut pas ici réduire ça à la situation sociale de notre peuple. La Constitution, c'est, comme je l'ai dit ici, c'est une boussole. Oui. D'abord, nous devons avoir un texte qui soit adapté, et après, le reste viendra après. Dans des pays à travers le monde qui ont des constitutions, ou qui sont en train, je prends les Gabon par exemple, qui vient de, je crois, d'adopter une constitution, où c'est encore un projet. Oui. Mais il y a aussi des difficultés, il y a des problèmes sociaux qui se posent. Donc, je crois que avancer un tel argument, parce que j'entends ça un peu de l'opposition, une opposition qui est versatile, une opposition qui se dédie de temps en temps au gré de circonstances, à l'évolution de choses, la même opposition qui a milité pour les changements de la Constitution, ou qui a milité pour que nous puissions rétoquer notre Constitution, elle s'est dédiée aujourd'hui en disant que, voilà, elle sera vent debout contre l'initiative du président. Je crois que ça, ce n'est pas être responsable. Donc, une opposition qui à mon avis, n'a rien à proposer par rapport au débat qui est lancé, parce que ça défraie la chronique, ça c'est une évidence. Depuis que le président a lancé ça, c'est dans tous les salons, même à travers le média, etc., oui. Partout, même dans la rue. C'est, comme je l'ai dit, ces débats a toujours clivé la population, a toujours polarisé le peuple. Ça c'est une évidence, une réalité que l'on trouve dans tous les pays du monde. Mais l'opposition, en fait, les chefs de l'État... Donc, excusez-moi que je termine ma phrase. Oui. Donc, considérer que on doit d'abord s'occuper du social, oui. Et ne pas avoir une constitution, je crois que ça,
c'est faire de l'amalgame, ce n'est pas avoir une vision claire, parce que si cette même opposition prêchait déjà qu'on puisse rétoquer la Constitution, je ne pense pas que dès l'entame du mandat de celui qui serait peut-être élu, il allait d'abord régler définitivement le problème social de notre peuple. Donc, les problèmes sociaux est en train d'être réglés. Le président, vous avez suivi son allocution. Il a parlé de la construction des hôpitaux, c'est un problème social. Il a parlé de l'amélioration des salaires des fonctionnaires, des militaires, etc. La construction des routes. La construction de routes à dessertes agricoles. La construction de routes pour désengorger les grandes villes, notamment Kinshasa, pour fluidifier la circulation. Je crois que tout ça, c'est aussi les social. L'éducation, la construction des écoles, c'est les social. Vous comprenez? Donc, les changements par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement n'adviendra pas de manière automatique, comme s'il s'agissait d'un coup de baguette magique. C'est un travail de longue haleine. Nous devons travailler pour sortir notre pays de la situation calamiteuse ou miséreuse dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Ce n'est pas en un tournement que nous allons radicalement changer la situation de notre pays. Donc, les social est aussi une priorité du président de la République, une priorité de son second quinquennat, et je crois que la population va elle-même ressentir les effets, bien entendu, de la politique du président de la République. Et lorsque le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qualifie l'opposition politique congolaise de l'opposition Yanzala, est-ce que cela est-il responsable? Non, moi, je crois que le président de la République, moi, je crois que lors de l'allocution du président, il s'est attaqué à personne, ni à l'opposition, ni à la majorité. Non, parce que vous parlez de l'opposition. Il a parlé durant ses différents voyages. Oui, mais écoutez, quand on dit opposition Yanzala, ça ne veut pas dire que cette opposition n'a pas de moyens. On a vu cette opposition battre campagne. Vous savez, les élections, la campagne présidentielle, ça implique des sommes exponentielles. Donc, cette opposition, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'argent. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de moyens. Non. L'opposition Anzala, tout simplement, c'est par rapport à un état d'esprit. Une opposition qui ne produit pas. Une opposition qui n'émet pas de réflexion constructive pour l'avancement de notre pays. Une opposition qui s'est enferrée dans une logique de monnayer, par exemple, sa position par rapport à l'initiative du président de la République. Donc c'est ce qu'il voulait en filigrane dire, mais il l'a dit, vous savez, c'est aussi un quinois. Il y a des termes que nous utilisons parfois dans notre langage qui ne sont pas forcément des insultes, vous comprenez? Une manière tout simplement de titiller un peu l'adversaire, etc., pour les désarçonner, mais ça n'a rien à voir avec une insulte. Je crois qu'il est issu d'une très bonne famille, il a une très bonne éducation, il ne peut pas sur la place publique insulter ses congénères. Mais face à ces débats houlés qui battent son plein sur le changement ou la révisitation de la Constitution, hier d'ailleurs le président de la République était vraiment clément de parler d'une réflexion nationale en vue de réformer notre institution. Vous ne voyez pas que pour éclairer la lanterne de l'opinion, tant nationale qu'internationale, il faudra le plus vite possible convoquer une commission multidisciplinaire pour éclairer les orientations possibles et garantir que toute réforme plutôt s'inscrira dans l'intérêt général de la population. Non, mais je crois que ce que vous émettez comme suggestion, je crois que le président est resté cohérent depuis qu'il a jeté les pavés dans la mare par rapport à cette situation de notre Constitution. Il a toujours insinué que, voilà, il mettra en place une commission constituée d'experts, constituée de personnes intelligentes qui vont devoir réfléchir sur le bien fondé, bien entendu, jusqu'à quand, en fait, de ces changements de la révision constitutionnelle. Une commission qui sera chargée, après que l'ait trouvé justement de justes motifs pour que nous puissions écrire une nouvelle constitution, elle va s'y attarder, bien entendu,
en proposant un texte qui sera à l'image, bien entendu, de nos réalités actuelles. Donc je crois que ça, c'est... Vous êtes en train d'ouvrir une porte qui est déjà entrouverte, et je crois que le président de la République est dans cette logique-là, dans cette démarche, parce que vous constaterez que sa famille politique, il n'a pas dit que l'Union sacrée de la nation va proposer, il n'a pas dit que les députés nationaux et sénateurs de l'Union sacrée de la nation vont soumettre justement un texte constitutionnel non seulement au niveau des chambres d'abord, avant qu'il soit soumis au référendum. Il ne l'a pas dit. Donc il est dans une démarche participative. Il veut impliquer tous les Congolais parce qu'il s'agit de notre pays. Ces textes-là, vous savez, il y a des lois qui sont impopulaires. Il y a des lois qui sont prises comme ça, tout simplement parce que elles ont été taillées sur mesure, oui, à l'image d'une personne, à l'image d'un individu. C'est notre constitution actuelle. Était taillée à l'image des quelques individus. C'était pratiquement une prime aux belligérants, une prime aux étrangers qui sont en train de décimer notre peuple, qui sont en train de s'aimer terreur, désolation dans notre pays. Vous comprenez? Et maintenant que le président est dans une démarche participative, dans une démarche qui veut impliquer tous les Congolais pour que nous puissions réfléchir sereinement et froidement sur un texte de loi qui soit potable. Je crois que ces démarches méritent applaudissements, méritent vraiment accompagnement de notre peuple, parce que vous et moi, nous allons émettre aussi des points de vue à travers ceux qui vont nous représenter. Ça sera des gens, ils seront des gens qui nous connaissons, qui sont nos voisins, etc. Nous avons des propositions, nous ne manquerons pas de le mettre à leur disposition pour que nous puissions ensemble contribuer à l'érection d'un texte de loi qui soit vraiment, comme je l'ai dit ici, adapté à l'évolution de notre société, qui soit adapté à nos réalités actuelles. Félix Antoine Tshisekedi, en congrès, l'hymne de l'Union pour la démocratie et le progrès social retentit devant vous, les parlementaires qui étaient sur place, au lieu de l'hymne national. Vous ne voyez pas que cette situation, Francis Tibalabala, a immédiatement, en fait, là je dirais ce qui s'est passé, cette situation a immédiatement suscité des réactions vives et des interrogations sur l'essence et les implications de ces choix. Pourquoi l'hymne national doit chanter, l'hymne plutôt d'un parti politique doit chanter dans une cérémonie officielle? Bon, vous savez, personnellement, j'ai failli rire, personnellement, parce que je ne comprends pas pourquoi les gens en font toute une montagne. Vous comprenez? Vous savez, le plénière au niveau de l'Assemblée, des assemblées sont publics. Les travaux sont publics. Donc les gens ont accès au plénière. Oui. Mais un autre problème réel est que, est-ce qu'on peut contenir cette foule? Est-ce qu'on peut gérer toutes ces personnes qui viennent assister aux plénières? Je vous informe, même dans les assemblées générales des Nations Unies, vous verrez que voilà, un État est en train de parler, par exemple, je prends l'exemple de l'Iran. Vous voyez par exemple des citoyens qui ont eu accès dans la salle réagir. Vous comprenez? S'aimer quand même un boucan pour faire entendre leur voix. Donc ici, je ne suis pas en train de légitimer l'acte qui a été posé, mais je crois que nous devons relativiser. Il s'agit du public. Si hier, il y a eu l'hymne de l'UDPS qui a été chanté, mais dans nos plénières, nous assistons parfois à l'interruption de nos travaux parce qu'il y a un public qui était dans la salle, qui est venu réclamer en droit en faisant du boucan. Vous comprenez? Oui. Ce sont des choses qui arrivent. Si, par exemple, nous avions institutionnalisé notre hymne du parti, qui est devenu l'hymne national, je crois que là, ça peut susciter des réactions diverses, des réactions peut-être très acerbes de la part de nos compatriotes. Donc, personne dans le programme d'hier, nous n'avions pas vu l'inscription de l'hymne du parti, l'hymne de l'UDPS. Non, il s'agit du public. Il est arrivé même plus d'une fois, quand les présidents parlaient, il s'est voyé interrompu par les réactions du public. Donc les plénières sont ouvertes
sont publics. Donc, on ne maîtrise pas la réaction du public lorsqu'il est en train d'assister à nos plénières. Donc, n'en faisons pas toute une montagne. Nous devons toujours relativiser. Il ne faut pas ici considérer que voilà, ce n'est que maintenant que nous assistons à ce genre de choses. Non, dans tous les parlements du monde, on assiste à de telles interruptions, à de tels désagréments. Vous comprenez? Donc, je crois que c'est une question qui mérite même pas que nous puissions y accorder une attention particulière. Non, parce que c'est pour l'intérêt du public, Francis Tchibalabala. Vous ne voyez pas que ces gestes pourraient être perçus comme, je dirais, une tentative de renforcer l'identité du parti au détriment de l'unité nationale. Chose qui ne dit rien de bon. Je crois que ce n'est pas une analyse que je dois partager personnellement. Ça n'a rien à voir. Oui. Je vous ai fait part ici de réactions de public chaque fois que nous avons nos plénières. Il y a des publics qui arrivent, qui chantent, qui entendent des chansons. Vous comprenez? Ce n'est pas la première fois. Donc ici, je n'encourage pas l'acte, mais ne considérons pas que, voilà, l'UDPS est en train d'institutionnaliser son hymne. Non, je crois que ça ne mérite pas que nous puissions s'y attarder et y accorder quand même beaucoup de minutes. Notre peuple a besoin que nous puissions apporter des réponses aux questions qui les concernent et non à ces épiphénomènes, bien entendu. Considérons ça comme des chiens écrasés et attardons-nous sur l'essentiel. Pour clore ce chapitre, Francis Tchibalabala Moukounai, ancien vice-président de l'organe délibérant de la ville province de Kinshasa, tu as également assumé l'intérim. Aujourd'hui, député national pour les comptes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous avez certes suivi les discours du président de la République. Est-ce que le président a-t-il répondu aux attentes de la population? Je crois que je m'étais attardé sur cette problématique dès l'entame de notre émission. Le président, je vous ai dit qu'il a passé en revue toute la situation de notre pays, la situation politico-économico de notre pays, etc., sociale de notre pays. Et le président de la République, je vous ai évoqué ici, il a parlé de la situation qui sévit dans la partie est de notre pays, de la guerre, qui nous est injustement imposée par le Rwanda, à travers ses bras séculiers ou son bras séculier, qui est le M23, vous comprenez. Il a parlé de l'évolution, justement, de cette situation. Il a parlé de moyens qui sont déployés pour venir à bout de cette nébuleuse. Il a parlé de la situation sociale, des écoles, construction des écoles. Il a parlé de la construction des hôpitaux. Il a parlé de la construction de routes à dessert agricole. Il a même dit que nous devons investir dans l'agriculture. Il a fait le parallèle avec ce qui s'observe actuellement à travers les services nationaux dans les grands Katanga. Il a même promis de l'étendre, bien entendu, dans toutes les provinces pour que l'autosuffisance alimentaire soit une réalité, non un slogan. Il a parlé de beaucoup de choses. Je crois que l'allocution du président, c'est comme ça que ça n'a même pas fait l'objet de débats dans la cité, parce que il a passé en revue toute la situation de notre pays. Donc le président a déjà pris la mesure de la situation dès son premier mandat. Voilà pourquoi il a pris des mesures courageuses qui lui ont tiré les foudres de certains compatriotes, parce qu'ils voulaient que la population puisse continuer à trimer, que la population puisse demeurer dans cette situation miséreuse, et que lui est pratiquement aux antipodes de cette manière de concevoir les choses. Je crois que il y en a en tiré quand même le foudre, mais je crois que il est vent debout contre toute la situation que nous avons précédemment connue, et il veut apporter justement une touche pour que la situation, pas il veut, il est en train de laisser ses plumes, et il est en train de marquer positivement son séjour ou son bail au palais de la nation. Et je crois que ce n'est pas vous qui allez me contredire, ni la population qui nous suit à la maison, que le président de la République a un bilan élogieux partant de son premier mandat jusqu'à ses deuxièmes mandats. Il y a des réformes qui sont entreprises, il y a des mesures, je crois, vous avez suivi même par rapport à
la sécurité, les banditismes urbains, le président a fait mention de ça. Il a même dit qu'il y aura, la loi va s'appliquer dans toute sa rigueur par rapport à ces malfrats, vis-à-vis de ces malfrats, parce que il leur avait donné une opportunité de se resocialiser à travers les services nationaux. Certains avaient compris justement, ils ont abandonné ces pratiques démoniaques, mais d'autres continuent à sévir dans nos cités. Et je crois qu'il est très définitif cette fois-ci par rapport à ces fléaux qui est en train de gangréner notre société. À l'époque, il y avait des communes où on assistait à ces banditismes urbains, mais aujourd'hui sont embrasés toute la capitale, et ça s'est même transporté dans certaines provinces. Et le président de la République a instruit les ministres de la Justice, en tandem bien entendu avec le ministre de l'Intérieur, pour que la répression soit à la hauteur des actes d'atrocité que ces jeunes sont en train de commettre. Il a même renchéri en disant que voilà, il y aura encore une deuxième chance qui sera offerte à ces jeunes pour qu'ils soient resocialisés. Je crois que ceux qui vont entendre la voix du président de la République vont certainement se mettre à l'abri des représailles qui vont s'en suivre par rapport aux actes qu'ils sont en train de commettre. Mais ceux qui vont s'entêter vont subir la rigueur de la loi. Et je crois que cette fois-là, ça va régler définitivement le problème. Mais vous l'avez dit, vous l'avez brossé dès l'entame, dès tel que vous avez les souligner. Mais pour une certaine opinion, toutes ces promesses sont considérées aujourd'hui comme des chapelets de bonnes intentions. Tenez, la situation de l'insécurité à l'Est dont vous évoquez est loin aujourd'hui d'être améliorée. D'autant plus qu'il y a eu des sommets, il y a eu des rencontres. Aucune suite favorable n'est réservée face à ce sujet. Sur le plan social, par exemple, vous voyez comment, parce que ça fait aussi partie du social, les embouteillages, constatés ça et là, dans la ville-province de Kinshasa, on ne sent pas cette volonté politique de la part du gouvernement ou de l'exécutif provincial d'améliorer cet état des choses. Toutes ces choses mises ensemble, vous ne voyez pas que le président n'a pas pu carrément répondre aux aspirations du peuple. Vous savez, s'il y a des compatriotes qui pensent, parce que vous n'êtes que journaliste, vous relayez certainement le ressenti d'une fraction de notre peuple. Et je crois que ceux qui réfléchissent comme ça, ils sont bien entendu dans ce qu'on appelle déni de la réalité. Ils sont dans une dénégation totale, injustifiée tout simplement, parce que s'agissant des embouteillages, il y a des rocades qui sont en train d'être construites. Vous comprenez? Donc ça va désengorger, bien entendu, la ville de Kinshasa. Ça va fluidifier, bien entendu, la circulation dans la ville de Kinshasa. C'est une réalité. On est en train de construire des rocades. Vous n'allez pas dire que ce sont des chapelets des bonnes intentions. Donc c'est du concret. S'agissant de la gratuité de l'enseignement, je voudrais ici rappeler qu'elle est consignée dans notre Constitution depuis 2006, mais elle a vu le jour à l'avènement du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je crois que ce ne sont pas des chapelets des bonnes intentions. Je voudrais parler ici de la couverture universelle, de santé universelle. Il y a des mamans qui mettent au monde aujourd'hui gratuitement. Il y a une prise en charge des nouveau-nés qui est opérationnelle. Je crois que ce ne sont pas des chapelets des bonnes intentions. Donc, c'est du concret, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre, puisque nous sommes Congolais, nous sommes à Kinshasa, nous vivons tout ça. Donc, il a parlé ici de ce que le service national est en train de produire en termes pour l'autosuffisance alimentaire. C'est une réalité. Il a parlé de la resocialisation de nos jeunes désœuvrés de Kouloune à l'époque, qui sont aujourd'hui en train d'être payés, en train d'être employés. Il a parlé du fichier. Aujourd'hui, on peut directement, si vous demandez au ministre de la fonction publique, ce qui était impossible depuis notre accession à la souveraineté nationale. Oui. Si vous lui posez la question de vous dire c'est quoi l'effectif de nos fonctionnaires, il va vous le dire sans réfléchir par deux fois, vous comprenez? Donc, il y a des choses qui sont en train d'être faites ici. Nous ne venons pas ici pour nous enferrer dans une dénégation, tout simplement, parce que nous ne voulons pas la tête du président de la République. Il y a des actions positives que nous devons saluer, et je crois qu'il mérite quand même notre accompagnement
il mérite nos encouragements par rapport à ce qui est en train d'être fait. Et ce qui sera fait demain, il a parlé de l'hôpital général qui a construit, qui a une capacité de plus de 2500 lits. C'est une réalité, vous allez le trouver là-bas. Vous comprenez? Ce sont deux choses. Il a parlé de l'amélioration des conditions salariales, de conditions de travail, etc. Il y a eu un début, parce que quand il est arrivé à la tête de ces pays, il avait quasiment triplé les salaires des enseignants, les salaires des fonctionnaires, etc. C'était vu quand même être réajusté. Ce sont de réalités. C'est vrai que ce n'est pas suffisant au vu de la situation actuelle, de la fluctuation de la monnaie, au vu de la dépréciation de notre monnaie, au vu du panier de la ménagère. Je crois que ça pose quand même problème, mais ce sont des problèmes qui vont trouver des réponses dans les jours à venir, parce que le président lui-même les a épinglés. Donc, il ne faut pas ici être défaitiste, il ne faut pas ici être négatif, considérer que rien ne marchera, surtout qu'il y a des signaux positifs que nous connaissons tous et qui doivent, bien entendu, nous mettre dans une situation d'objectivité, dans une situation où nous devons dire, certes, il a réalisé des choses, il est certes vrai que ces réalisations n'ont pas encore atteint les seuils de l'acceptable par rapport au pétrin dans lesquels nous nous trouvions. Je crois qu'on doit quand même l'accompagner et dire, voilà, il y aura quand même des avancées notables dans les jours à venir par rapport à la situation économico-sociale de notre peuple. Très bien, changeons de registre. Parlons cette fois-ci de ces rapports du GIEC, groupe d'études sur les Congos, qui a dressé un tableau sombre du fonctionnement de l'Assemblée nationale, couvrant la législature 2019 à 2023. Selon ces rapports, l'Assemblée nationale est critiquée par une gestion inadéquate de son registre d'initiatives législatives appelé communément livre blé. Ces documents, Francis Tibalabala, censés tracer le parcours de projet de loi, est mal tenu, selon ces rapports, et empêche les citoyens et les observateurs de suivre les débats parlementaires qui, aujourd'hui, avec cette pratique, mine la confiance du public. Vous, en tant que député national, comment voyez-vous ces rapports? C'est un rapport qui concerne notre chambre. Oui, uniquement. L'Assemblée nationale du Congo. Oui. J'ai l'impression que la personne qui l'a élaboré est dans un autre état, est dans un autre monde. Vous savez, la facilité que nous avons, nous, d'imputer des histoires mensongères aux gens, m'étonne personnellement. Cette manie-là, à éclabousser les autres, à ternir l'image des autres, ça m'étonne. Je crois que c'est diabolique. Il vous souviendra ici, sur ces plateaux, il y a eu des gens qui ont avancé le fait que les députés touchaient 30 000 $, 21 000 $, auraient reçu 400 000 $ de frais d'installation, etc. Mais ils ont déchanté aujourd'hui. Ils sont plus passés sur votre plateau pour dire que voilà, c'était des allégations mensongères. Vous comprenez? Et je crois qu'on doit quand même faire des choses en responsable. L'actuel bureau est là, il n'a pas encore fait une année. Vous comprenez? Et c'est à nous, bien entendu, il nous revient à nous, députés nationaux, d'opérer les contrôles sur la gestion de l'actuel bureau, oui. la gestion des ressources financières de l'actuel bureau. Donc, les bureaux ne nous ont même pas encore présenté son rapport financier par rapport à la gestion, mais déjà, il y a un rapport qui est sorti en disant qu'il s'agissait d'une malversation, etc. Oui. Ils ont même évoqué le fait que les projets de loi ne sont pas bien gérés, des pratiques parlementaires, en fait. Je crois que ça, c'est
Ce sont des accusations gratuites. Parce que vous savez, cette session ici, elle est essentiellement budgétaire. Oui. Donc nous sommes plus concentrés au traitement du budget, etc. Parce que, comme vous le savez, nous devons offrir à notre peuple un budget qui puisse intégrer les réalités actuelles, tous les secteurs de la vie nationale, pour que, une fois pour toutes, que nous puissions quand même apporter des réponses aux préoccupations de nos compatriotes. Donc, une session extrêmement budgétaire, malgré ça, il y a eu quand même des initiatives qui ont été discutées au sein de notre Chambre. Il y a eu des ministres qui sont venus répondre aux questions orales avec débat, leur adresser. Je crois qu'il s'agit tout simplement de... Peut-être ils sont en quête d'argent. Il y a des accusations comme ça que l'on formule généralement pour s'en mettre plein le poche, pour que, voilà, qu'on vous interpelle ou qu'on vous appelle, qu'on vous dise, voilà, taisez-vous, il ne faut pas jeter de l'opprobre sur notre chambre et prenez quelque chose. Vous comprenez? Et ces pratiques-là doivent cesser. Ce n'est pas correct. Qu'ils attendent. Je crois qu'ils sont allés vite en besogne et je suis persuadé qu'ils n'ont pas tous les éléments pour étayer justement ces accusations gratuites. Mais qu'ils attendent, oui, lorsque les bureaux vont nous présenter son rapport de gestion, lequel rapport sera censuré ou sera débattu au sein de notre chambre. Il y a l'ECOFIN qui est là. Nous saurons, bien entendu, s'il y a eu une gestion opaque des ressources financières ou la gestion a été efficiente. On les saura. Donc ce n'est pas maintenant là que nous pouvons faire confiance à un tel rapport qui n'est assis sur aucun soubassement qui soit rationnel. Mais Francis Tchibalabala, par rapport au train de vie de votre institution, dont vous évoquez, en fait, vous avez venu d'évoquer tout à l'heure, où les trains de vie, selon les rapports, est élevé, en fait, marqué par des avantages financiers opaques. C'est également des critiques de la part de ces rapports qui estiment que de plus, des décisions sensibles sont souvent prises dans une séance plénière en huis clos. D'abord ça, mais également qui échappe au regard du public et des médias. Vous ne voyez pas que ces pratiques, selon ces rapports, renforcent l'image d'une institution repliée sur elle-même et insensible aux attentes de la redevabilité démocratique? Vous savez, je vous ai dit ici, lorsqu'il était question de parler du Parlement, que les plénières sont publiques. Oui. Personnellement, je ne vois pas pourquoi elles doivent être publiques. Parce que nous parlons au nom et pour les camps de la population. Nous qui sommes élus, nous avons bénéficié du suffrage de notre peuple. Donc, nous ne voyons pas l'apport du public dans nos plénières. Mais si nous le faisons, c'est pour que celui-ci soit informé, au lieu d'attendre les vacances parlementaires, où les députés descendent dans leur circonscription électorale pour faire le point de ce qu'ont été les travaux au cours d'une session, oui, vous comprenez, ils peuvent être anticipés, ils peuvent avoir des informations de manière anticipée. C'est comme ça que les plénières sont publiques. Mais notre règlement intérieur prévoit aussi l'hypothèse où nous devons des décisions où une plénière peut être à huis clos. Vous comprenez, c'est réglementaire. Il y a des questions qui ne peuvent pas être débattues devant les caméras, par exemple. Il y a des questions qui touchent à la sécurité de notre pays. Nous ne devons pas donner des armes à l'adversaire. Nous ne devons pas armer ceux qui nous combattent. Parce que dans des plénières pareilles, on interdit parfois l'accès du public. Et même lorsqu'il est question de parler d'autres questions sensibles, les huis clos est décrété. Oui. Donc, ce n'est pas seulement au Congo, c'est dans tous les pays du monde. Vous savez, lorsque ce qu'on ne connaît pas, ne considérons pas que ça n'existe pas. Et les restes des accusations, pour moi en tout cas, nous attendons que le bureau nous présente le rapport de gestion
et nous allons critiquer les rapports. Pour terminer, Francis Tchibalabala, vous avez eu à tenir un meeting au terrain Bouddha, en Djili. Dites-nous, quels sont les mobiles qui vous ont poussé? Parce que vous les faites à chaque reprise à chaque fois qu'il y a un sujet d'actualité politique, et vous drainez un monde fou face à cet état des choses. Dites-nous en tout cas les secrets en fait, mais voilà, également les mobiles qui ont prévalu à une telle démarche. Je commence par le secret. Oui. Vous savez, moi j'ai toujours dit que notre peuple n'a jamais été ingrat. Notre peuple a toujours été reconnaissant à l'endroit de celui ou de celles qui travaillent pour son compte. Nous nous sommes fait esclaves de notre peuple, de nos électeurs. Partout où nous passons, nous faisons toujours mention de la situation miséreuse dans laquelle elle est en train de vivre. Et il est en train de vivre. Personnellement, c'est la proximité que j'ai vis-à-vis de mes électeurs qui fait que chaque fois que j'ai activité, vous verrez les gens affluer. Vous comprenez? Donc, s'agissant de la deuxième question, je crois que nous sommes leaders politiques. Oui. Les électeurs nous ont voté pour nous, nous les représentons. Lorsqu'il y a des sujets sensibles, il est de notre devoir de réunir nos électeurs pour leur faire part de la situation ou des sujets qui sont en train de polariser le Congolais. Donc c'est dans cette optique-là que j'avais tenu ces meetings pour dire à mes électeurs que voilà, l'initiative du chef de l'État mérite accompagnement, mérite soutien de la part de vous, parce que les changements de la Constitution, c'est favorable à notre peuple et non aux étrangers. Notre Constitution doit s'adapter aux réalités actuelles. Il y a deux dispositions qui sont obsolètes et cette obsolescence ne doit pas durer éternellement. Et déjà, il n'y a aucune constitution au monde qui soit intangible. Oui. Vous comprenez? Donc, ce sont des principes simples, mais malheureusement, parce que là, malheureusement, notre peuple est parfois manipulé par des officines que nous connaissons, à travers une frange de l'opposition. Parce qu'il y a une opposition qui est républicaine, une opposition responsable, qui partage pratiquement notre point de vue du président de la République. Parce qu'elle estime que c'est pour les bonheurs de notre peuple. Mais il y a aussi une opposition qui est inféodée. Il y a une opposition qui joue le rôle de ceux qui sont en train, bien entendu, dans des fossoyeurs de notre pays, ceux qui veulent voir notre pays disparaître, ceux qui veulent voir notre pays être démantelé, démembré, vous comprenez? Et cette opposition-là, face à cette opposition, nous devons aussi prendre des mesures idoines pour que notre peuple soit avisé, pour que notre peuple ne soit pas manipulé, qu'il ne puisse pas tomber dans le piège. Les pièges est là, ça risque de se renfermer sur lui. Donc voilà un peu la motivation de ces meetings. Oui. Et je crois que la population de Tchangou est unanime, que nous devons accompagner le chef de l'État, que nous devons doter notre pays d'une constitution, d'une nouvelle constitution qui soit le reflet de ses desiderata, les reflets de ses attentes, les reflets de nos réalités actuelles. En tout cas, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission et je crois que je dois vous rappeler que nous avions réussi pour vous le député national élu pour la circonscription électorale de la Tchango pour les comptes du parti présidentiel qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social, Francis Tchibalabala Mukunaï, ancien député provincial, ancien vice-président de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa. À un moment, il a eu à assumer aussi l'intérim du président. Mais il est aussi, aujourd'hui, il a été élu aussi comme député provincial, mais il a eu à laisser ses postes pour, bien évidemment, l'intérêt de la population de la Tchangou. Actuellement, il est député national. Avec lui, nous avons eu à aborder d'une manière spécifique
les discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Merci, honorable Francis Tchibalaba, d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. À notre invitation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision. À la prochaine.